mis noir sur blanc. Si vous lisez l'article 20 des documents qu'on vous a donné, de notre proposition de réforme, c'est mis noir sur blanc. Maître Kapiamba de Akage, voilà, moi je suis tenté d'être d'accord avec vous. Le Premier ministre Mouzirtou vous a dit que ce sont des propositions qui peuvent être enrichies. Il faut qu'il y ait un débat, des discussions. Nous pouvons augmenter, fixer un pourcentage de 3%. Pourquoi pas? Pourquoi pas 5%? Pourquoi pas 2%? Mais c'est une discussion, c'est l'enrichissement. Alors, parce que le nombre de partis politiques, souvent, on les crée, ce qu'ils appelaient eux-mêmes ici des partis mosaïques. Donc, pour éviter ça, je crois que cette réflexion doit continuer et mettre ça sur la place publique et pour que nous puissions l'enrichir. Je suis totalement d'accord. Oscar Lungendo, oui, vous avez compris ce cas des gouverneurs et je suis revenu. Donc, on n'a pas corrigé ça à la fin pour les gouverneurs et pour le second degré dans ces institutions-là, comme les conseillers municipaux qui doivent élire le maire ou les bourgmestres, ils ne font pas partie de ça. Donc on peut être conseiller municipal, être candidat bourgmestre. On peut être à la fois candidat, député provincial et être candidat gouverneur. Donc on va changer et améliorer cette partie. Merci beaucoup. Donc, et je suis totalement d'accord avec vous sur les compétences exclusives, l'article 204 de la Constitution. Et si les institutions travaillaient correctement, on n'aurait pas eu tous ces problèmes que nous avons. Le problème, c'est qu'on a vite changé la Constitution le 11 janvier 2011 pour essayer de réduire les prérogatives des gouvernements provinciaux. On crée des situations où on met les gouverneurs en difficulté. Mais si les gens sont réellement élus, les députés provinciaux, s'ils sont comptables auprès du peuple et qu'ils doivent faire leur travail, si on rationalise ces niveaux, je crois qu'il n'y aurait pas de problème. Le problème, je crois que Dolly est revenu sur ça, le problème c'est que pour aller au suffrage universel au niveau de la province, c'est aussi un débat, c'est des discussions. Nous pouvons tenter, j'étais moi personnellement d'accord avec ça. En 2004, quand on discutait de la Constitution, j'ai beaucoup insisté, 2003 je veux dire, 2004, j'ai beaucoup insisté pour que les gouverneurs soient élus au suffrage universel. Pas contre le changement des constitutions, mais il faut un processus. Nous devons être des hommes et des femmes normaux aussi. Vous venez comme ça, de but en blanc, vous dites on change la Constitution. Comme on l'a fait, en 2011. En 2011, on a changé des constitutions, je peux vous le dire, parce que tout le monde a vu que Tchène Tshisekedi était là, gagné. On a dit, bon, voilà, il faut supprimer le deuxième tour. Mais on a supprimé le deuxième tour pendant que l'Assemblée nationale, qui avait déjà convoqué sa session extraordinaire, avait donné les matières, et c'est ça le règlement intérieur, pendant que le Sénat, qui était en session extraordinaire, avait déjà donné les matières qui devaient faire l'objet de cette session, et n'était pas inscrit dans cette matière la révision de la Constitution. On a imposé ça, et je me rappelle de cette séance où des sénateurs sont tombés pour dire non, il est nul ma question, mais on a changé. Donc, il faudrait qu'on soit sérieux quand on veut amorcer, la révision constitutionnelle, des équipes de travail soient constituées, que des discussions à travers tout le pays et que le peuple, lui, la population, décide. Donc c'est pour cela nous n'avons pas prévu le deuxième tour et c'est pour cela que nous n'avons pas prévu non plus l'élection du gouverneur au suffrage universel. Ce serait une très bonne chose. Alors, donc, Dolly, j'ai répondu à votre question si on ne craint pas qu'il y ait un président soit élu par une seule province. C'est pas vrai. Je mets quiconque au défi. Moi, je n'ai pas été élu par une seule province.
Je vous le dis. Regardez, vous avez les résultats que la CENCO a publiés, a donné, n'a pas publié, que la CENCO a remis à la CNI, territoire par territoire. Regardez ces résultats. Si vous voulez, je peux vous donner les résultats de la MOCA. Où est-ce qu'on était premier? Où est-ce que, comment dire, là où on a eu plus de voix par rapport à toutes les provinces? Ça n'existait pas. Je mets quiconque au défi. Ces gens qui disent que non, il y a le tribalisme. Le tribalisme, c'est dans des gens qui sont incapables. Quand ils voient qu'ils sont incapables, et ils se retranchent sur le tribalisme. Vous savez, Maître Georges Kapiamba, moi je vous ai connu depuis très longtemps. Je ne savais pas de quelle province vous étiez. Certainement, vous ne savez pas de quelle province sont originaires mes parents, parce que moi je dis que je suis de Kinshasa. Je ne savais pas. Doli, même je ne savais pas. Mais comment voulez-vous, aujourd'hui, tous ces gens-là qui sont à l'est de la République, qui disent que nous sommes Congolais, nous voulons qu'on vienne nous aider ici, on nous tue comme des mouches. Comment voulez-vous dire que ces gens-là sont Nandé ou je ne sais pas quoi? Arrêtez cette affaire de dire que les tribalismes, que personne ici, dans ces pays, personne ne pourra être élu à n'importe quel niveau que par sa tribu ou sa famille. Personne. Parce que, j'aborde maintenant la question des locales. Nous avons traité des élections locales. Mais dans le développement, on n'insiste pas beaucoup parce que les élections locales sont les élections des familles. Je posais la question à ma tante à moi, la petite sœur de ma mère. Je dis, bon, village, là, qui est là, ainsi de suite. Et s'il y a élection demain, comment ça va se passer? Il me dit, mon fils, il y aura des problèmes. Si tel est élu et tel autre n'est pas élu, les familles vont se disputer. J'ai dit, ok, ça c'est ma tante. Je menais des enquêtes. Je suis allé jusqu'à Kikonka. Je suis allé dans les communes ici, Kassavubu, Matete, Maluku. À Maluku, je vois des gens qui me disent, vous savez que l'élection provinciale, législative provinciale, pour nous, c'est les élections de famille. Ici, je ne vais pas citer les noms. Nous, tel autre, qui était sénateur, qui était député provincial, on ne se parle plus. Mais nous sommes de la même famille. Nous sommes de la même famille. Vous osez placer donc l'élection ou ces élections locales. Et tant qu'on n'a pas rationalisé les autres niveaux avant, et qu'il y ait tricherie, mais les familles vont se disputer, ils vont se tuer. Alors, le même grand-père et l'autre dit que non, ce n'est pas votre grand-père. Comment vous allez gérer ça? Donc, nous devons avoir un pays sérieux, qui a des institutions légitimes et des institutions qui s'occupent, comment dire, du vécu quotidien de ces peuples. Et vous allez voir, ces problèmes vont se dissiper. Ceux qui parlent de tribalisme, je suis né dans la ville de Kinshasa, grandi dans la ville de Kinshasa. Chers amis, je mets quiconque au défi ici. Je vais vous citer 10 de mes amis. La seule, bon, peut-être vous allez dire, c'est ça le tribalisme, la seule, comment dire, le critère, c'est qu'ils sont quinois. Parce que nous sommes nés ensemble, on a vécu, on a été à l'école, et ainsi de suite. 10 de mes amis intimes, c'est le seul critère. Les critères, c'était, tu habites quel quartier? Tu es dans quelle école? C'était les critères. Donc, s'il vous plaît, et j'insiste sur ça, peuple congolais, nous ne sommes pas des gens qui sont sectaires. Nous recevons. J'étais étudiant à Paris. Quand je voyais d'autres nationalités, j'étais zaïrois à l'époque, on était fiers d'être zaïrois. On ne se disait jamais que je suis de tels. Mais je voyais d'autres nationalités, ils se distinguaient par leur tribu. Pas nous. Que personne ne vous trompe sur cette affaire des tribus. Alors, Paulette, Madame Kimuntu, vous dites les 3 circonscriptions qui n'ont pas été élues et qui n'ont pas participé au vote en 2018, il y avait Yumbi, Beniville, Beni Territoire et Butembo. Donc les 3 dernières dans le Nord Kivu et Yumbi au Maïndombe. Alors, votre question est pertinente. Quid de ces circonscriptions là aujourd'hui où il y a des problèmes? Comment on va
aller demain faire des élections à Béni ou un peu plus loin, à Massissi? Comment on va faire les élections? Donc c'est une question très importante et sur laquelle nous devons nous plancher. La sécurité électorale, ça existe. La sécurité électorale, la sécurisation des élections. Il faudrait penser, mais il faudrait qu'on fasse les élections partout. Vous avez vu en Centrafrique dernièrement, il y a eu cette question. Mais ils sont revenus, ils ont fait voter ces gens-là. Aujourd'hui, les gens de Béni, de Boutembo, Béniville, Béni Territoire, Yumbi n'ont pas voté leur président de la République. Et surtout, même avec les résultats fabriqués, la différence, c'est 671 000 voix. Vous voyez, même tricher, on ne sait pas tricher. 671 000 voix et les 4 circonscriptions qui n'ont pas participé à ces votes, c'était 1 300 000 électeurs. Mais pourquoi on a demandé à ces concitoyens plus tard de voter leurs députés provinciaux et nationaux et leur président? Donc c'est une question qu'il faut résoudre, je suis totalement d'accord avec vous. Merci. Merci. De province, non seulement pas exclues du point de vue de l'État, mais exclues par rapport aux autres provinces, les unes que les autres, on sait qu'elles ne sont pas assises sur la même enseigne. Et troisièmement, la gratuité n'est pas financée par les ressources de l'État. Elle est financée par les 40%. C'est là-dedans qu'on prélève ce qu'on paye aux enseignants. Mais le pouvoir central s'est targué d'avoir augmenté les salaires des enseignants sur un budget qui n'est pas le sien. Sur 40%, c'est une imposture. Le ministre des Finances, c'est lui qui décaisse l'argent qu'on va payer aux enseignants. C'est une imposture. Ce n'est pas sur son budget, c'est sur les 40% qui d'ailleurs sont alignés au budget comme étant des crédits qui doivent faire l'objet d'un décaissement au profit des provinces, chacune conformément aux dotations lui allouées dans le cadre du budget. Et de telle sorte que c'est à chaque province d'organiser sa gratuité en regardant la hauteur de son budget venant du pouvoir central d'une part, mais aussi le budget propre de la province qui repose sur ces actes générateurs que sont l'impôt foncier, l'impôt sur le revenu locatif, l'impôt sur les véhicules, etc. Même si une partie de ces impôts sont confisqués encore une fois par le pouvoir central. Ici, je parle de l'impôt sur les véhicules, les fameuses immatriculations. Donc, le pouvoir central aurait pu lever l'option de la gratuité, quitte à laisser à chaque province, au regard de son budget propre, exclusif, voir comment il articule. Une province peut considérer que chez elle a plus besoin d'orienter l'argent vers la gratuité de la santé, par exemple. Pourquoi on parle de la gratuité de l'enseignement en excluant la gratuité ou les subventions au profit de l'agriculture, qui est la première alimentation de l'homme? Donc, nous ne respectons pas ces compétences-là, non seulement au niveau des ministères, encore que c'est des ministères, les forces. Ça procède de la volonté des partis politiques au pouvoir et donc de la majorité au pouvoir. Bon, je prends mes responsabilités, ma part des responsabilités dans l'affaire pour avoir été Premier ministre. Donc, c'est une faute très grave. Ensuite, vous parlez, je voudrais beaucoup insister sur, ce n'est qu'une illustration quand je parle de la gratuité de l'enseignement, c'est dans l'ensemble de l'activité de la province que le pouvoir central met son pied, au point même qu'il se suicide un peu. Parce que quand vous regardez l'enveloppe prévue aux rétrocessions, à la rétrocession, la fameuse rétrocession, même si le mot est aussi impropre, parce que d'une part on parle de la retenue à la source, d'autre part on parle de la retenue. Encore que la retenue à la source n'est pas possible, parce que la province ne peut prendre à la source les 40% que si elle est sur la chaîne de la recette, qui n'est pas sa propre chaîne, parce que c'est la chaîne du pouvoir central. Donc on est obligé de corriger la Constitution elle aussi, pour revenir à un prélèvement, pas un prélèvement à la source, mais en fait à une dotation que l'État aligne et prévoit pour décaisser au profit des provinces, quitte à ce que ces décaissements se fassent automatiquement. Maintenant, laisser aux provinces, pour ce qui est des allocations propres au domaine des compétences exclues, allouer leur budget comme elles l'entendent, quitte à ce que le pouvoir central vienne regarder en termes de contrôle. C'est quand même important, c'est d'où la problématique même de la vraie décentralisation et de la volonté de décentraliser. Moi, j'ai peur, en tant qu'unitariste, vous allez me concéder ça, que les fédéralistes prennent le prétexte
de remettre en question le régionalisme constitutionnel qui pourtant est un modèle qui est bien, qui ne fonctionne pas du fait de la volonté des hommes politiques qui aujourd'hui considèrent que l'argent qu'on donne aux provinces fait partie d'eux-mêmes ou de leur propre argent, ce qui n'est pas le cas au regard de la Constitution. Je me félicite de ce que vous ayez posé cette question. Et maintenant, pour revenir à l'élection universelle du gouverneur, bon, c'est une question dont nous discutons beaucoup au Présidium. C'est vrai, le président a dit que nous ne pouvons pas revoir la Constitution, et moi je suis d'accord avec lui. Mais les jours où nous serons en mesure de revoir la Constitution, moi ça va me poser un problème. Comment, d'une part, être dans le régionalisme constitutionnel, qui fait que les provinces ne sont pas des États, et consacrer à travers l'élection du gouverneur son vote au niveau universel. Parce que dans des États fédéraux, les États fédérés créent l'État fédéral et incarnent la souveraineté nationale. La souveraineté de l'État comme l'État américain est internationale, c'est la fédération des États fédérés. C'est une union. Alors, il est normal que le gouverneur qui représente un État, une souveraineté nationale, soit élu par cette souveraineté incarnée par le peuple de l'État. Et à ce moment-là, il se fait contrôler par le Parlement de l'État. Mais ici, chez nous, enfin, c'est la même transposition au niveau de l'État fédéral. Mais ici, chez nous, nous risquons d'avoir des gouverneurs qui échappent à tout pouvoir, sauf celui du peuple, parce qu'il est élu par le peuple. Alors, comment va-t-on le contrôler, sinon qu'en attendant que le peuple le sanctionne plus tard? Quel peuple? Est-ce que le Katanga est un peuple? Enfin, ou les Hauts-Katanga, ou les Kwilu, ce ne sont pas des peuples. Ce sont des articulations d'un peuple qui est unique, parce que nous sommes nés États unitaires. Et nous sommes toujours États unitaires. Donc, nos provinces ne sont pas des États, et à ce titre, elles peuvent incarner une souveraineté nationale pour être en droit de choisir le gouverneur qui serait élu au suffrage universel d'un peuple ou de 26 peuples, si on peut forcer la nature. À ce moment-là, la faiblesse serait, sur le plan concret, c'est que le gouverneur échappera au Parlement, parce que les députés sont élus eux-mêmes, ils ne peuvent pas punir quelqu'un qui ne vient pas d'eux et qui n'est pas élu par eux. Et ce type-là, je ne vois pas les mécanismes de suivi, du moins à cette étape de l'histoire de notre État. Et donc, je vous décourage cette vision qui veut qu'on ait un gouverneur avec un gouvernement qui échappe par conséquent au Parlement provincial. Merci. Comme on dit ici. Ici, qui vous présente les réformes? C'est le président de la MOUCA. Alors, le président de la MOUCA, M. Katumbi aujourd'hui est où? Est-ce qu'il est à l'Union sacrée ou il est à la MOUCA? Alors, il va prendre la présidence tournante de quelle la MOUCA? La MOUCA où il y a Mouzito, il y a Fayoutou, ou de la MOUCA imaginaire? Mais s'il vous plaît, le problème c'est que il faut, comme on dit à Lingala, on appelle Sony. Même si la honte ne tue pas, vous êtes engagé dans une entreprise, vous êtes parti déposer des cahiers des charges, vous avez négocié, et là vous êtes en train de négocier des postes pour entrer dans un gouvernement. Bon, même si on vous maltraite ou on fait... Ça, c'est votre problème. Mais quel est... Alors, l'entrée à la MOUCA était... donc nous avons créé la MOUCA ensemble. On ne nie pas. Monsieur Matungulu est parti. Monsieur Niamoussi, qui nous a rejoint à un moment donné, est parti. Nous avons tous constaté leur départ volontaire de la MOUCA. Mais maintenant, les autres sont partis. Je vais vous dire une chose. C'est que j'ai pris la coordination, et vous le savez, en octobre donc l'année dernière, le 12 octobre. Et quand j'ai pris cette coordination, nous avons convoqué des réunions. J'ai demandé à tous les membres du Présidium d'envoyer les membres de la cellule politique. Seul le Premier ministre Mouzito a envoyé ses membres de la cellule.
J'ai convoqué des réunions. Ils ne se sont jamais présentés. La première réunion, Jean-Pierre Bemba était au téléphone, il était avec Gemena, et malheureusement, la communication ne passait pas bien. On s'est convenu qu'on reportait la réunion une semaine après. Et cette semaine-là, après, Mouzoutou et moi, chacun, Zoom, chez lui, on était là, et les autres n'étaient pas là. J'ai encore convoqué des réunions. Je peux vous donner la liste. Personne. Et puis j'ai appris qu'il discutait avec l'Union sacrée. Monsieur Katumbi nous a écrit, lui a écrit en disant qu'il a reçu sa convocation ou son invitation pour assister aux consultations de M. Félix Tshisekedi. Et il recommandait à tout le monde d'y aller. Nous, on n'a pas reçu des invitations et nous nous sommes dit, on va aller. Pourquoi faire? Jean-Pierre Bemba est parti, ils sont partis, ils n'ont jamais fait rapport au présidium de la MOCA. Est-ce que ces gens-là sont encore membres du présidium? Non. Donc, est-ce que ces gens-là sont membres du présidium? Non. Non, s'il vous plaît. Donc, je crois qu'il ne faut pas perdre le temps. Et ceux qui veulent, comment dire, faire une masturbation intellectuelle où ils ont besoin de je ne sais quoi, qu'ils les fassent. Pour l'instant, la MOCA est là, nous continuons. Et dans l'entretemps, la MOCA est allée loin. Donc, nous avons constaté leur départ. Et la MOCA a changé ses textes. Nous avons convoqué un présidium, nous avons des textes. Et demain, samedi 10, nous allons faire la passation entre moi-même et les premiers ministres. Merci pour la précision. On continue. Peut-être compléter le président. Je voudrais savoir, messieurs les journalistes, Batouana Bakoma Bababa. Vous avez dit Bakoma Bababa. N'a évité Batindio ou bien Dengenini. Pourquoi je pose cette question? J'ai beaucoup de considération pour les journalistes. N'a lobby Batindio parce que Balobaka sous-souté. Ceux qui ont qui balobi, bazolo bande kuna pour la union sacrée, mais jamais à propos de la MOCA. Bon, oyo le gouvernement aux yeux en wapi. Pour ba on baloba. Hein? Non, c'est. Je n'ai plus grand chose à ajouter. Les cordeaux à tout dit. Merci beaucoup. Alors, la question de Hubert Chimba, question très très importante. Au cas où les élections ne sont pas organisées, qu'adviendra-t-il? Ne craignez-vous pas les glissements? Nous avons dit qu'il n'y a pas de glissement. Nous avons simplement voulu renforcer l'article 73 de notre Constitution. L'article 73 de la Constitution est très clair. Il dit ceci, je cite, « Le scrutin pour l'élection du président de la République est convoqué par la CENI 90 jours avant l'expiration du mandat du président en exercice. » C'est-à-dire 90 jours et 3 mois. 3 mois avant que le mandat expire, il faut qu'il y ait élection déjà. Il faut qu'il y ait élection. Cet article a été pris dans l'idée, ou en tout cas la philosophie des 2 tours. C'était parce que quand vous avez le premier tour, on dépouille le résultat, et s'il y a un deuxième tour, on donne le temps pour qu'il n'y ait pas vacances, pour qu'il n'y ait pas... les glissements ne peuvent pas avoir lieu parce que le mandat est prévu pour 5 ans. Il n'y a pas de glissement possible. Alors maintenant, là où votre question est intéressante, vous dites, mais si ça arrive, non. Il faut que le peuple congolais fasse tout pour que ça n'arrive pas. Et ça n'arrivera pas. Donc nous allons nous mettre là pour que ça n'arrive pas. Si d'aventure ça arrivait, et vous entendez aujourd'hui, comment dire, dans certains pays comme le Bénin, on dit que le mandat a expiré, il a expiré. Donc le mandat expire.
Et nous avons précisé dans notre proposition de loi des dates. Quand est-ce que le nouveau président entre en fonction? C'est prévu. Donc nous ne pensons pas soutenir l'idée que le président de la République reste en fonction jusqu'à l'installation du nouveau président de la République élu. Comment dire, des démarches pour que le nouveau président prenne ses fonctions, que l'autre termine le mandat. On connaît déjà le président de la République. Aux États-Unis, c'est bien connu. Au mois de septembre de l'année dernière, il y a eu élection, mais le président est entré en fonction le 20. Cette disposition, c'est ça que ça signifie. Pendant ce temps-là, Biden a été élu. Pendant tout ce temps-là, c'est Trump, le président Trump, qui était en fonction, qui restait en fonction. Mais le 20 janvier, quoi qu'il arrive, peut-être en cas de force majeure, mais quoi qu'il arrive, il doit partir. André, la loi sur la CNI, donc vous revenez sur la loi sur la CNI. 23 membres, ce n'est pas un problème. Ces 23 membres de la plénière, donc 6, qui s'ajoutent aux 17 du bureau pour composer la plénière, mais ils ont des fonctions bien précises. Rappelez-vous, nous avons parlé de la dépolitisation et de la fonctionnalisation de la CNI. Tous les 17 membres, en tout cas les 8 des confessions religieuses et les 8 de la société civile, chaque membre préside une commission technique. Chaque membre préside une commission, confession religieuse, et les membres de la société civile les secondent. Il n'y a pas pléthore. Et si vous regardez aujourd'hui l'effectif de la CNI, il est plutôt pléthorique. Le président de la CNI a combien de membres du cabinet, vous le savez? Son cabinet, 250 membres. Le vice-président a combien de membres? 150. 400 personnes juste pour des gens qui ne font absolument rien. Et là, c'est des gens qui vont travailler avec des experts. La CNI a des experts. La CNI a des compétences. Et ces compétences-là, nous avons besoin de ces compétences. Nous avons besoin de ces compétences pour que la CNI fasse un travail important. Donc, ne vous en faites pas. La présidence rotative n'est pas un problème. La présidence rotative, c'est pour que personne ne se considère comme le plus important, que personne ne s'accapare tout le travail. Et si le travail est fonctionnalisé, si les gens font le travail au jour le jour et ils suivent, c'est lui qui va venir, il prend la relève. Le président de la CENI n'est que là comme porte-parole. Et c'est ça que nous voulons. Donc, dépouiller le président, le tout-puissant président, sur le plan financier, sur le plan, c'est lui qui doit fabriquer les chiffres, sur le plan, il est le Dieu sur terre, ça, on ne veut plus de ça. Nous ne voulons plus de ça. Et c'est beaucoup plus efficace que vous ne le pensez. Et oui, le travail demande la technicité, ça demande les leaderships. Mais les techniciens sont là à la CENI et ils font le travail. S'il y a un bon leadership, et ils seront bien dirigés. Les élections municipales et locales, vous avez dit qu'on avait traité les 26 provinces de mort-nés. Cette réflexion est une très bonne réflexion. La Constitution avait fixé les 26 provinces. Mais la Constitution n'a pas dit tout de suite vous allez appliquer les 26 provinces aujourd'hui. Je suis totalement d'accord avec vous, si ça dépendait de moi, on allait les faire au fur et à mesure. Les Congo n'a pas commencé avec 11 provinces. On a commencé avec peu, on est passé à 6, 9, 11, ainsi de suite. Donc, il fallait expérimenter. Les Kivu étaient les Kivu avant, on l'a morcelé en 3, Maniema, Sud Kivu, Nord Kivu. Est-ce que ce n'était-il pas la bonne démarche? Aujourd'hui, on voit des chefs-lieux de province qui n'ont pas eu des infrastructures pour abriter, les institutions. Alors,
Les débats politiques, ça, c'est des choses que nous ne voulons pas fixer au niveau de la loi, mais ça, comme Maître Fabien l'avait dit tout à l'heure, c'est un débat qui peut continuer. Nous sommes pour le débat. Nous sommes pour le débat. Nous voulons que les candidats se présentent face à la population pour qu'ils disent clairement de quoi ils sont capables. Ezadi, invalidation de députés, les témoins dans les centres d'enrôlement et la nationalité de Martin Fayulu. Le bien, on a légal. Voilà, s'il vous plaît. Invalidation des députés, on a raison que vos vali, vos élis, les députés, si le mandat na bango, 3 mois, 4 mois, 5 mois après, il faut invalider bango. Et les alliés il faut totaler bango. Au moni, ceux qui CNI, ils ont un bateau à Malonga, Balandi Makambu, Dengue et Longobani, Dengue peuple à Lingi, problème n'est pas arrêté. Même les Goyo, à tout le monde qui il y a délai, même dans les délais de contentieux. Contentieux, vous allez militer. Alors, contentieux, parce que Montonio soit dit que non, même la joie qui était, n'a qu'un contentieux pour nous, pour nous. Mais ceux qui, bateau, bazali, n'a mis qu'à nous, bazoa, PV, numériser à beau. Au lieu que PV, on est tamboli, mboka mobimba. Bateau, bayebi, au yozwaki. Ce qu'on dit, on va au yozwaki à beau. Mais le problème, vous allez sauter. Contentieux, vous allez réduire. Contentieux, parce que Montonio, ça y est, ce que tous les Montonio sont avec l'élection, alors on va gagner la Zouachi. Tout le monde. On ne peut pas avoir 19 000 candidats sur 500 sièges et que les 19 000 gagnent. Donc, pour l'Anikambo, il y a un témoin dans le centre d'enrôlement. Il faut, parti politique, plutôt, pour battre mais c'est il faut organiser un peu madame pour construire les alatés, nous sommes dans la carte de l'accréditation, battre la macambrine de nationalité, il y a Martin Fayulu, papa, pour les là, pour les bas, ce qu'on dit, on va le bachit, ok? Mais vraiment, autour d'une question de nationalité, mais donc, nationalité dans les années, dans sa congolais dans les années. Je ne vous comprends pas. Donc, alors, parce qu'on répétait et puis, bon, mon amour a dit, mon tour, non, Batinda Bisoto Bango, Yamana Tolobaki, Zaini Mona. Mais Bolingi Sikoyo, ceux qui n'ont pas sa réunion, Naya, na Mama Leki Nangai, na côté il y a Tata. Leki Nangai, maman Leki Nangai, na côté ya maman, Noko Nangai, parce que maman Nangai n'a pas pu faire. Bolina n'a pas dit. Et vous épousez, nous sommes là. Mais, s'il vous plaît, autre quelle distraction. Tous les Makambouya sérieux, où ils allaient. Ok? Makamba sérieux, ils allaient. Camarade, on a tellement qu'il y a 0 année. Parce qu'on a mon kilo. On a continué à avoir première année primaire. Oh, il y a Tokobana Moko. Ngai, na Kusuka, na question, nazali nangai maboko pembe nazali bosala yango tokende boza bakundula ba papa boza ba test ADN bakundula ba maman boza ba test ADN symbolique. Donc je suis prêt à tout ça. Alors Ndegoteyo, vous êtes resté sur votre soif et oui, vous êtes resté sur votre soif, vous avez raison parce que nous n'avons pas terminé. Le Premier ministre Mouzut vous a dit que nous avons commencé avec la loi portant l'organisation et fonctionnement de la CNI. Aujourd'hui, nous présentons la loi électorale. Nous allons revenir pour présenter la loi sur l'identification et enrôlement des électeurs. Et puis les calendriers. Donc, vous êtes restés sur... Il y a un calendrier, nous avons déjà tout ça. Pour nous, nous pensons qu'en août, au plus tard,
juillet-août 2013 et 2023, pardon, 2023, nous pouvons organiser les élections. Nous avons les calendriers, on va vous donner des dates, en tout cas, et la loi portant en identification et enrôlement des électeurs et les calendriers pour les opérations, nous allons les présenter au même moment. Et ça viendra, on vous dira quand. Quel est le bilan de la CNI après 18 ans de travail? Oui, vous avez raison. Mais il faut distinguer les choses. Et vous l'avez dit. Et c'est pour cela que nous disons dépolitisation. Le bilan de la CNI, s'il n'y avait pas des gens tortus, des gens, comment dire, qui s'étaient mis à fabriquer les résultats, on aurait eu des bons résultats. On aurait eu sincèrement des bons résultats si ça ne dépendait que des techniciens de la CNI. Mais quand on vous dit, bon ben voilà, les résultats que nous sommes en train de voir transmis électroniquement nous donnent Fayulu vainqueur, allez, demandez à tout le monde d'annuler, d'arrêter le travail. Pendant que les gens sont dans les centres de compilation en train de compiler les résultats, vous appelez deux jeunes gens, vous le mettez dans un bureau, vous dites fabriquez-nous les chiffres. Quel est le problème de la CNI en tant qu'institution, c'est-à-dire les membres, les autres cadres techniciens et autres membres du personnel administratif de la CNI? Et c'est pour cela que nous disons qu'il faut une direction, un bureau responsable et une plénière responsable. Alors, vous avez dit que vous avez senti le souci de voir des recours. La première possibilité à laquelle nous avons historiquement renoncé, c'est celle de faire organiser les élections par l'administration publique à travers les ministres de l'Intérieur. Vous connaissez les faiblesses. Alors on a opté pour le moindre mal, à savoir la CENI. Et nous sommes d'accord pour dire qu'elle a échoué. Que faut-il faire? Ce que nous faisons, c'est de proposer le renforcement de la CENI. Parce que la CENI, c'est trois choses. C'est les structures, c'est le texte qui régente ces structures, et c'est les hommes. À propos des hommes, nous avons dit qu'il faut des hommes qui sont crédibles, mais surtout qui ne sont pas partisans. D'où les 8 confessions religieuses. Nous ne voulons plus d'une CENI présidée par une personne, qui d'ailleurs, contrairement à ce qui a été dit, ne vient pas d'une église, mais c'est un citoyen qui est parrainé par l'église, une seule, ou plusieurs. Mais il n'y a pas pris de responsabilité de la part de l'église à ce moment-là. Nous voulons que l'église, qu'elle vienne collégialement à travers les 8 confessions religieuses pour que le représentant soit neutre et non partisan, c'est-à-dire ne venant pas des partis politiques, mais aussi que les églises, les confessions viennent à titre personnel avec des gens, non pas qu'ils parrainent, mais avec des gens qu'ils délèguent. C'est un renforcement de la CENI pour corriger les faiblesses auxquelles vous faites allusion, au lieu qu'on revienne à l'organisation des élections par le moins, par le pire, c'est-à-dire l'administration publique. Ensuite, nous décentralisons la CENI, et parce que le pouvoir au niveau du bureau est décentralisé, et il y a un organe de contrôle, c'est-à-dire la plénière, qui a le pouvoir d'orientation et aussi des décisions, des contrôles et des sanctions, ce qui ne fut pas le cas. Ensuite, nous déconcentrons l'administration de la CENI en créant 2 directions avec une division du travail à l'intérieur pour que toutes les compétences au niveau administratif ne soient pas assumées par un seul directeur, comme c'est le cas ici, sous tutelle d'un seul membre du bureau, à savoir le vice-président de la CENI. Donc, nous sommes dans la logique d'améliorer la qualité des hommes, dans la logique d'améliorer les structures et dans la logique d'améliorer le texte qu'on adapte, plutôt qu'on adapte pour qu'on en tire comme conséquence la modification des structures. C'est le seul choix qui nous reste. Il s'agit d'améliorer. Mais maintenant, l'intérêt du débat, est-ce que notre amélioration est la meilleure? Ça, c'est le débat. Nous n'avons pas la prétention de voir la vérité. Enfin, d'avoir la vérité. La vérité viendra des discussions comme celle que nous avons maintenant. La question aussi, bon, on a demandé la feuille de route de la montagne. Souvenez-vous que nous venions, ça c'est Nouvelle-Zélande, ma personne,
On a présenté déjà une ébauche de calendrier parce que nous voyions que le pouvoir était en train de programmer les glissements. Nous avons fait cette proposition qui va nous inspirer pour cette fois-là faire quelque chose qui assume